Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Joséphine Derobe. Merci d'être avec nous aujourd'hui au Forum des Images pour nous parler de cinéma, de réalité virtuelle, d'immersion, de narration, de réalisation. Vous êtes autrice, artiste, réalisatrice. J'aimerais qu'on commence cette rencontre en remontant un tout petit peu le temps, si vous le voulez bien. Vous avez fait des études de journalisme et travaillé comme reporter indépendante et photographe de reportage. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a finalement fait vous diriger vers le cinéma? Alors, j'ai fait des études de journaliste et pour journaliste presse écrite, donc reporter, et je travaillais en tant qu'indépendante d'abord dans une agence qui s'appelait Taïga avec des photographes. Je faisais par ailleurs de la photo aussi, artistique à côté, moyen format. J'ai commencé aussi à travailler en tant que photographe et c'est vrai que mon père, qui était un ancien chef opérateur, qui travaillait beaucoup dans le cinéma, dans des formats spéciaux déjà, était vraiment un pionnier dans l'image stéréoscopique, l'image relief, donc tournée avec 2 caméras. À l'époque, il n'y avait pas le matériel adéquat, c'était le début du numérique, des caméras digitales. Et il devait faire un projet pour Vulcania, donc un parc à thème. Je fais juste une parenthèse, si vous voulez bien. Vous le disiez, votre père travaille dans le cinéma, votre mère dans le théâtre, je crois. Oui. Et vous vous disiez, moi, jamais. Moi, j'ai ma voix à moi, c'est le journalisme. Vrai. Voilà, je vous laisse reprendre sur Vulcania avec cette info. C'est vrai que c'est une anecdote. Aujourd'hui, j'assume. Mais quand j'ai fait des études de journalisme, j'ai donc grandi dans une famille dite de saltimbanques. Ils étaient toujours en tournée ou en tournage et je m'étais dit non, moi je ferais quelque chose de sérieux. Vraiment, c'est véridique. Et surtout, j'étais aussi très engagée. Donc les sujets de reportage que je faisais, c'était les mineurs en Pologne, les albinos en Afrique ou le sang contaminé en Chine. J'étais très investie sur des projets, des sujets engagés. Mais c'était déjà des projets au long cours. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était des temps de découverte, de recherche et d'approfondissement du sujet. Ensuite, de pouvoir organiser, du coup, c'était pas des tournages, mais quand même des temps assez longs. C'était pas pour une journée ou une interview et revenir vite. Et c'est vrai que même à l'école de journalisme, il y a quelqu'un d'ailleurs dans le monde, dans les mondes XR, qui est dans le son, et ça le fait beaucoup rire parce que lui, il m'a connu à l'école de journalisme. Il me dit mais tu lâchais rien, t'étais révolté. Et je ne sais pas si j'étais révoltée. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il y a un de nos professeurs, des anciens journalistes, le CFPJ, l'école professionnelle, la partie professionnalisante du CFJ, il m'a dit non, mais les reporters, c'est pas pour toi. Les reporters, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et je lui avais dit bah non. En fait, je ferai le chemin que je dois faire, mais moi, je veux faire ça. Et c'est vrai que bon, je me suis donné les moyens de ça, mais l'image était déjà, donc l'image et les mots étaient très forts pour moi. Et j'avais passé énormément de temps au théâtre avec ma mère enfant, autant je savais pas vraiment ce que mon père faisait. Il était assez taciturne, toujours en train de travailler, il n'y avait pas vraiment de week-end ou de vacances. Donc il fabriquait des trucs. À l'époque, il avait fait des systèmes de 9 caméras pour le Futuroscope. Là, il était dans le relief, mais j'avais franchement aucune connaissance de ce qu'il faisait. Jusqu'à ce tournage. Jusqu'à ce tournage. Donc moi, je revenais de reportage, donc je revenais d'Afrique, je crois, où il m'a dit, écoute, je suis très embêtée, j'ai une équipe de tournage et j'avais aussi une assistante qui, avec des mamillas, donc des appareils photographiques moyen format. Les caméras à l'époque avaient des capteurs et des résolutions qui étaient trop petites pour faire beaucoup d'effets spéciaux, donc il avait besoin d'une assistante photographe. Et je lui dis écoute, je sais pas du tout ce que tu fais comme métier.
Évidemment, j'étais déjà cinéphile, hein, j'aimais le cinéma, mais je sais pas du tout ce que tu fais comme métier, moi je peux aider à la photographie. Il me dit, c'est très bien, je t'apprendrai. Et ça a été, je pense que ça a été une triple rencontre, certainement. C'est-à-dire, j'ai, bien sûr, du côté familial, j'ai rencontré, du coup, mon père heureux, professionnel, voilà. Mais j'avoue que les deux énormes coups de cœur que j'ai eus, c'est que c'est l'ambiance d'une équipe. Et c'était que des gens extrêmement expérimentés, joyeux de faire leur métier. Donc ça a été quand même un galop d'essai génial. Et surtout cette image, alors même que le matériel n'était pas... Voilà, c'était fabriqué, maison, à l'époque. Alors c'est vrai que mon père avait des compétences d'ingénieur, mais c'était quand même un peu du bricolage, de mettre ses yeux dans ces petites visionneuses pour voir l'image relief. Et cette image m'a fascinée, parce qu'elle est venue... Elle est venue me prendre aux tripes. Elle est venue toucher mon corps. Et je voyais bien que c'était pas... On était en train de tourner des paysages magnifiques en Auvergne, de montagne, de nature, tout ce que j'aime. Donc je voyais bien que c'était pas la même chose que la réalité, ce qui ne m'intéresse d'ailleurs pas beaucoup dans mes projets. J'ai pas forcément envie de reproduire une réalité totale. Une réalité des sensations et des émotions. Sensations. Et ça m'a tenue et fascinée pendant plus de 10 ans. Et je pense que ça fait toujours partie de mon parcours. Et quelque part, ça se rapproche plus du spectacle vivant ou de la danse ou des performances. C'est comment communiquer aux spectateurs une partie des émotions qui passe, je dis pas qu'il n'y a pas d'intellect à l'intérieur, hein, mais ça passe aussi par le corps. Et du coup, c'est vrai que j'ai continué à faire de la photo, mais j'ai arrêté le journalisme, j'ai appris ce métier de stéréographe, donc de spécialiste d'image relief, et j'ai commencé tout de suite à écrire mes propres histoires avec ce médium, autant de l'animation que de l'image réelle, parce que j'avais envie de pouvoir partager ce type de sensations et d'émotions que moi-même j'ai pu ressentir par une odeur, un paysage, enfin voilà, des choses qu'on a tous dans notre vie, et de pouvoir les communiquer autrement que par du pur mot, mais que ça passe par le corps. Et vous dites que c'est quelque part entre le théâtre et le cinéma, et c'est quelque chose où d'un seul coup on a un art qui est à la frontière d'autres formes artistiques, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de comment est-ce que chaque forme apporte des choses différentes, et comment est-ce que là ça se niche dans quelque chose qui est évidemment lié au cinéma, mais qui justement intègre le corps et qui est dans la réalité d'une interaction en fait, ou en tout cas la sensation d'être en interaction. Oui, et c'est surtout, enfin, je veux dire, le cinéma que je vais appeler entre guillemets classique, c'est-à-dire un film, spectateur, on est face à un écran, et toute la construction audio, visuelle et grammaticale de ça, je le respecte profondément, ça me passionne, et j'ai d'ailleurs un premier long métrage qui est fait pour le cinéma, le théâtre aussi. Et en même temps, c'est vrai, je pense que une des choses qui m'anime, ce sont des territoires à des croisées, à des carrefours, où il y a une possibilité, une liberté de pouvoir proposer des façons différentes de raconter, et surtout aussi de transmettre aux spectateurs. Et c'est vrai qu'il y a, alors après, dans le terme immersif, il y a énormément de propositions, même en réalité virtuelle, des choses très différentes ou installatives. Mais au final, je sais effectivement que, en fonction d'un sujet et de la façon dont je vais le raconter, je vais choisir une forme, et je me laisse cette liberté-là. Est-ce que ça va être une installation ? Est-ce que c'est une installation interactive ? Est-ce que c'est une pièce de théâtre ou une performance dansée ou un scénario de long métrage de cinéma ? Et je pense que dans tout ce que j'écris, il y a quand même toujours conjointement, à côté, comment j'implique les futurs spectateurs ou les futurs participants. Qu'est-ce qui va être pour moi la chose la plus importante à leur communiquer, ou un état d'émotion que je souhaite leur transmettre ? Je vous propose qu'on continue de parler de tout ça après avoir regardé une vidéo dans laquelle on va découvrir quelques-unes de vos œuvres, et on en parle tout de suite après. Ça marche.
I, Murtaza, was sentenced to death in my own country. Exile or death? I left empty-handed in the middle of the night. The more beautiful the landscapes, the more cruel the stories. This was not the journey I had imagined. Bravo. On l'a vu, des formes, des expériences différentes. J'aimerais qu'on évoque davantage dans le détail certaines œuvres dont nous avons vu de courts extraits, avec à chaque fois voilà, l'envie de départ, la réflexion autour de la forme, de l'implication des spectatrices et spectateurs, peut-être les défis techniques et narratifs auxquels vous avez dû faire face pour justement réaliser ces œuvres, peut-être en commençant par Moi Fauve. Certaines ou certains d'entre vous ont participé à l'expérience il y a quelques minutes. Vous pourrez peut-être nous dire ensuite aussi ce que vous avez ressenti dans votre corps à cette occasion. Mais donc sur ce projet, voilà, c'était quoi l'envie de départ et qui vous a amené à cette forme, à cette exploration? Alors, pour certaines personnes qui patientaient, on en a un peu parlé. L'envie de départ, c'est vraiment une rencontre avec un livre qui m'a remué, fait vibrer au tréfonds, comme ça nous arrive parfois avec film, littérature, musique. C'est Croire aux fauves de Nastasia Martin, qui est une anthropologue française spécialiste des peuples du Grand Nord, et c'est son seul ouvrage roman. Le reste, ce sont des ouvrages scientifiques, des livres scientifiques, anthropologiques, sur ces peuples du Grand Nord. Mais là, en l'occurrence, elle racontait son odyssée de reconstruction et spirituelle et concrètement physique après avoir survécu
à une rencontre avec un ours, mais qui l'a laissé défigurer. Et à l'intérieur de son livre, on découvre aussi les missions qu'elle a au Kamtchatka, en Alaska. En l'occurrence, là, son accident se passe, sa rencontre avec cet ours se passe au Kamtchatka. Elle est chez les Évennes. C'est un peuple dont elle nous raconte le quotidien, la façon de vivre, la façon d'être au monde et cette pratique du rêve pour pouvoir parler, communiquer avec les autres êtres du vivant. Et en même temps, évidemment, elle parle de son expérience. C'est une odyssée, je ne peux pas dire autre chose que ça. Et ses mots, son texte m'ont tellement touchée que par ailleurs, j'en ai fait une adaptation pour pouvoir en faire un seul en scène au théâtre. Mais parallèlement, j'ai approfondi les recherches autant de ses ouvrages à elle, beaucoup plus scientifiques, et d'autres anthropologues, et notamment Marie-Françoise Guédon, ensuite au Canada, pour aller plus loin dans la connaissance de ce que peut vraiment être l'animisme des peuples autochtones du Grand Nord et leur pratique chamanique du rêve, pour pouvoir ensuite en faire une transposition, et qui est la proposition de Moi Fauve. Et avec donc l'importance, puisque vous l'avez dit, c'est communication avec le vivant, et donc c'est une immersion collective, c'est-à-dire que on est comme ça dans ce monde des rêves avec d'autres personnes autour de soi, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et qui vous passionne, je crois, justement. Comment est-ce que les uns et les autres interagissent ensemble? Oui. C'est sûr que dans beaucoup des sujets qui m'animent, il y a la question de notre présence, nos présences, qu'elles soient physiques, maintenant, virtuelles, oniriques. Donc forcément, d'autres types de spiritualité, d'autres visions, d'autres façons d'être au monde, ça m'intéresse énormément. Donc là, autant, je pense, d'une curiosité personnelle ou de mon passé de journaliste. Et ensuite, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir essayer de révéler un peu de l'invisible qui nous entoure tous tout le temps, et dont on est aussi partie prenante. Et en l'occurrence, c'est vrai que pour Moi Fauve, c'était une façon de pouvoir initier, pour les personnes qui ne connaissent pas l'animisme, et le fait que dans l'animisme, on a tous potentiellement une intériorité partagée, quels que soient les êtres du vivant, donc le végétal, le minéral, l'animal. C'est très loin quand même de notre culture française, en tout cas d'aujourd'hui. Et ça m'intéressait beaucoup de pouvoir, avec un monde qui immerge totalement les gens de façon collective, de pouvoir les initier à cette pratique dans ce monde onirique, et de pouvoir dialoguer d'une autre façon qu'avec les mots. Mais justement, vous parlez de dialogue. Est-ce que dans ces expériences-là, vous appelez les personnes qui participent des spectateurs ou spectatrices? Ils ne sont pas uniquement spectateurs et spectatrices, ils sont aussi acteurs avec leur corps, avec justement le regard, les mouvements, la vibration de la voix. Est-ce que vous dites que ce sont quand même des spectatrices et spectateurs? Non, moi je préfère utiliser le mot participant et participante, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Voilà. Après, c'est vrai que y a visiteurs aussi, ça peut éventuellement aller. Spectateurs, c'est vrai que, je veux dire, les gens sont engagés fondamentalement à plusieurs avec leur corps. Ils vont se déplacer, ils vont choisir ou non d'interagir avec les autres participants ou avec les éléments autour d'eux, de leur environnement. Donc ils participent fondamentalement. Ils vont pas forcément changer. Je leur demande pas de changer le scénario interactif de l'expérience, mais ils sont très engagés. Donc oui, participants. Je pense que c'est... Et comment est-ce que vous avez imaginé, pensé les éléments graphiques de cette immersion, puisque là, donc, on est dans l'onirisme, on est dans l'univers du rêve, on est avec ce vivant, donc nous ne sommes pas avec des images qui auraient été captées. On parlait tout à l'heure de photographie, du fait de filmer. Là, c'est encore quelque chose de différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'à partir de ce livre, à partir de cette envie, à partir de ces recherches que vous avez faites, vous avez pensé l'univers ?
Alors j'ai une co-autrice et qui est aussi à la direction artistique. Donc on a, je veux dire, l'univers total visuel, donc avec Claire Allante, qui a coécrit avec moi et qui était à la direction artistique. Ça a été vraiment des échanges sur plusieurs mois. On a aussi fait beaucoup de moodboard, de recherche d'images. J'ai fait la même chose aussi avec l'artiste sonore Com, parce qu'il y a tout un univers en fait à créer. Il était évident que ça allait être un univers nocturne et onirique, extrêmement important, parce qu'on est et en même temps de s'octroyer une énorme liberté, puisqu'on est dans le monde un des mondes des rêves. Et quelque part, du coup, on pouvait se permettre, voilà. Moi, j'avais déjà fait des recherches pour le projet de pièces de théâtre. Je souhaitais vraiment qu'il y ait cette luminescence, cette phosphorescence qui puisse aussi être très vite raccordée au cosmos, aux constellations. Donc, on a travaillé vraiment sur cet environnement de bleu. De bleu et blanc. Là où on s'est beaucoup creusé la tête avec l'air, c'est parce que c'est vrai que pour les animistes, on n'est pas dans une relation pyramidale avec l'humain tout au-dessus de tous les animaux et tous les végétaux et tous les minéraux. C'est plutôt un principe horizontal. Et c'est vrai en tout cas, je tenais énormément au fait qu'on puisse se métamorphoser dans notre participation à l'expérience. Donc on a planché, on a fait des recherches sur le type d'avatar qu'on pouvait avoir, comment cet avatar pouvait réagir. Et on a beaucoup réfléchi à de quelle façon il pouvait évoluer, se transformer. Et cet avatar végétalo-animal, c'est vrai qu'il nous a demandé pas mal de temps. Celui de la fin, celui du cosmos, bon, ça, je pense que je l'avais déjà dès le départ, parce que pour moi, il y a évidemment dans cette cohérence que tout est connecté, et ça va du plus infime au plus vaste, et qui, évidemment, à l'intérieur, regroupe les constellations, le cosmos. Mais c'est vrai qu'on se disait, comment est-ce qu'on peut faire une peau universelle ? Quelque chose qui puisse qui puisse parler de tous les êtres du vivant. Voilà. On parlera peut-être, parce que là, on voit la façon dont on se déplace dans l'histoire, dans ouais. Justement ce voyage. Et peut-être qu'on pourra parler avec aussi d'autres expériences qu'on va vous présenter rapidement, de l'écriture et des spécificités de cette écriture. Mais peut-être, parce que je sens déjà que le temps va passer beaucoup trop vite, peut-être qu'on peut parler d'un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Pietra, vous pouvez peut-être dire, si vous voulez, un dernier mot sur Moi Fauve, mais après, on reparlera de l'écriture aussi et de ses spécificités, mais voilà, pour un petit peu... Après, s'il y a des questions, bien sûr, ça, on pourra revenir sur Moi Fauve. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'expérience multi-interactive comme ça, parce qu'il y a le regard, le toucher, la vibration de la voix, en embarquant plusieurs personnes en même temps. Ce qui est sûr, c'est que entre ce qu'on souhaitait vraiment transmettre et de voir dans différents festivals et différents lieux le plaisir des gens. Parfois ils se connaissaient, parfois pas. Parfois les groupes se mettent à chanter très très fort, parfois pas. Et ce qui n'est pas très grave, il y en a qui se sont mis à faire la ronde. Une jeune femme qui était scarifiée, elle s'est mise à caresser sa peau à l'intérieur de l'expérience, parce que tout d'un coup, je pense que ça lui donnait directement une autre perception d'elle-même. Enfin, il y a des choses très fortes que j'ai vues, qui sont passées, qui n'étaient pas forcément là où je les attendais. Mais ça m'a fait énormément réfléchir sur le fait du collectif. C'est évidemment quelque chose que je connais mais ne serait-ce qu'une salle de cinéma à plusieurs. Évidemment, une performance de danse ou de théâtre. Mais n'ayant pas... c'était ma première expérience collective comme ça, avec de la réalité virtuelle. N'en ayant pas fait beaucoup, je ne savais pas trop...
comment ça pouvait se passer. Et en l'occurrence, là où je suis très heureuse, c'est que Moi Fauve peut être proposé à des gens qui n'ont jamais fait de réalité virtuelle. Et c'est bien le but. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de vivre quelque chose en même temps ensemble. Et alors oui, il faut mettre des casques audio, casques VR, mais quelque part, il y a quand même une dimension d'enchantement. De pouvoir se déplacer, d'avoir un corps, c'est le sien, mais voilà, il a une autre peau, il réagit différemment, et il vient aussi parler d'un fond qui pour moi est très important, que je trouve très voilà, capital, même un essentiel, mais malgré tout, on le fait sur une forme qui est accessible. Je sais pas, c'est plus que ludique, je pense, qu'elle est vraiment accessible, voilà. Accessible parce que facilement accessible quand on met les casques et quand on vit cette expérience. On parlera peut-être plus tard de justement les lieux qui proposent ces expériences et comment est-ce qu'on peut toucher encore davantage de public dans le futur. Mais je vous propose qu'on parle un tout petit peu de Pietra d'abord. Ça marche. Donc Pietra, c'est un nouveau projet immersif sur un modèle aussi de plusieurs participants en même temps. Je m'inspire à mon sens, d'un très grand sculpteur sarde, donc italien, Pinuzio Sciola, qui était connu en tant que sculpteur. Il sculptait les pierres, essentiellement le basalte et le calcaire. Et à la moitié de son parcours d'artiste, il s'est mis à les tailler pour les faire chanter, pour révéler leur chant, pour nous connecter à leur musique, parce qu'elle vraiment, c'est de la musique. C'est à nouveau le lien qu'il peut y avoir avec Moi Fauve, en tout cas, ce sont les vibrations. Et c'est une expérience qui va emmener les gens vraiment qui traitent autant découvrir l'univers de Pinuzio Sciola, mais c'est surtout connecter les gens à ces pierres musicales et de leur interaction, de leur participation ensemble, de pouvoir moduler leur environnement. Et là, on se rapproche plus de l'architecture, et qui est une architecture, en tout cas une ville idéale, qui est donc Pietra, qui va apparaître grâce à leurs interactions collectives pour créer une ville idéale. Voilà. Et je vous propose qu'on écoute un tout petit peu les pierres chanter, et on en reparle absolument tout de suite après. Tutta la tecnologia computerizzata, tutta, funziona con la pietra, che i silici, i quarzi sono pietra, quindi dentro questa materia c'è la memoria dell'universo. Ed era appunto con queste considerazioni che anni fa, quando io mi addentravo dentro la pietra, che appunto mi chiedevo, ma se la pietra ha tutto questo potenziale mnemonico, perché non deve avere anche un suono? Che abbiamo scoperto, ma chissà che cosa non ci sarà ancora dentro. C'est un prototype, hein. C'est un projet qui est en écriture-développement. J'ai eu la chance d'avoir une aide en écriture au CNC au printemps dernier et d'avoir été lauréate de cette villa Formose à Taïwan. Du coup, j'ai fait un mois de résidence là-bas. Mon co-auteur Com est venu 15 jours et on a créé ce prototype à cette occasion-là, ce qui nous a permis de le faire tester, ne serait-ce que pour pouvoir tester les interactions.
En l'occurrence, donc du coup, c'est pas comme Moi Fauve, la voix n'est pas engagée, le regard non plus. C'est vraiment un principe de toucher, des frottements, des manipulations d'une petite pierre ou d'un archet. Et tout ça, on avait quand même besoin de pouvoir le tester pour voir si les gens s'en emparaient bien, si ça marchait. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'écoute et qui nous fait découvrir un univers sonore par pierre et par nature de pierre qui est très beau. Là, pour le coup, on était très contents de ça. Je ne l'avais pas forcément mis dans mon scénario d'écriture de départ. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle du work in progress. Et en même temps, on a eu cette chance formidable avec la résidence de pouvoir le faire tester au final à peu près une centaine de personnes qui après ont rempli gentiment un petit questionnaire pour nous aider aussi à voir la façon dont ils le perçoivent. Et c'est vrai qu'à un moment d'écriture-développement, c'est assez rare, c'est un luxe de pouvoir avoir ça. On va pas, nous, ça nous permet, surtout moi, j'avoue que je suis très heureuse quand j'ai la possibilité de voir les gens faire mes expériences parce que je vois comment ils se comportent de l'extérieur et du coup je vois si c'est fluide, si c'est acquis, s'ils y vont. Parfois ils ont des réactions auxquelles je n'ai pas du tout pensé, ce qui est bien normal, et c'est comme ça qu'on nourrit et qu'on peut proposer aussi des... Par exemple, vous avez un exemple Alors, en tête ? en fait, ce que vous avez vu, c'est évidemment des extraits de ce prototype, et les gens ont un espace pour l'instant de 3 mètres sur 3. Ils ont ces 4 sculptures, parce qu'on ne peut pas faire tout le projet dans une économie de prototypes. Donc ils ont 4 sculptures différentes, ils sont au centre, et puis ils peuvent tourner autour. Voilà. Et je n'avais absolument pas du tout pensé. Il y a beaucoup de personnes une fois qu'ils avaient joué avec la harpe de basalte, la grosse pierre noire là, qui est comme ça, ils essayaient aussi en même temps de toucher une autre sculpture parce qu'ils, d'eux-mêmes, avaient hyper envie de faire de la musique tout seuls. Alors, on a fait nos choix. Aussi, un prototype, on ne peut pas tout tester. Donc là, pour nous, c'était vraiment de quelle façon ils s'emparent des objets, est-ce que les interactions marchent. Mais je veux dire de voir, non pas une, mais 20 personnes différentes, de cultures différentes. Donc ça a été testé à Taïwan, ça a été testé au 104. Et à Taïwan, il y avait comme un festival international, donc des gens différents. Et de le voir, du coup, d'âges différents, de pays différents et tout, on se dit, comme il y a une vraie volonté, autant Moi Fauve que Pietra, d'essayer de faire des projets pour tous, assez universels, des choses qui peuvent tous nous toucher, même si... d'essayer vraiment de se rapprocher d'un côté universel. Donc de voir ça, oui, c'est Mais j'imagine qu'il y a quelque chose, parce que vous disiez c'est une grande chance qu'on ait pu tester ce prototype, oui, qu'on ait pu le faire, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de tellement, de voir justement des participantes et des participants participer à ces expériences. Ça doit être dur pour ce type de projet de se dire, en fait, il y a une fin, en fait, et voilà, c'est l'expérience définitive, ou c'est parce que il y a quelque chose où j'imagine qu'à force d'avoir des réactions des gens, de voir, on pourrait avoir des envies de modification, ou il y a quelque chose qui me paraît, moi, qui suis très extérieure à tout cela, qui me paraît, on aurait envie de quelque chose en mouvement permanent, presque, alors que c'est impossible. Ouais, mais ça, c'est vrai pour tous les projets et tous les domaines. On parlait de que ce soit le cinéma, le théâtre, dans l'équipe qu'on constitue, il peut parfois y avoir des frottements, mais il y a aussi des belles idées qui sortent. C'est pareil quand il y a des gens extérieurs qui lisent le projet ou qui le vivent. Mais le vivre, c'est aussi très important pour nous, parce que après, sinon, ça peut pas être que dans notre tête de se dire, sur le papier, tout le monde va se mettre à vibrer et faire et puis mettre les mains comme ça. Et en fait, ce sont des économies qui ne sont pas celles du cinéma. On attend d'avoir les aides différentes étapes d'écriture, développement, production, parfois des aides de région ou de coproduction, mais on ne peut pas faire avoir plein de tests et voir comment les gens se comportent, et du coup
se réajuster. Donc il y a énormément de choses qui viennent, oui, de l'expérience, aussi de la proposition qu'on a envie de faire, mais il y a quand même des choses où, seul ou avec son ou sa co-autrice, il y a un moment où on se dit, est-ce que c'est que dans ma tête ou est-ce que vraiment ça va se passer, et ce type de résidence où il y a un petit budget pour pouvoir faire un prototype déjà permet de tester certaines choses. Alors que souvent, c'est une étape où il n'y a pas de financement pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. Quant au fait de s'arrêter, en fait, moi, je vais le prendre autrement. Un projet a toujours besoin qu'on fasse des choix. Alors, plus ou moins joyeux, plus ou moins douloureux. Mais je veux dire, quand on est obligé d'abandonner quelque chose, je me rends bien compte aussi qu'il y a souvent des jolies options, propositions qui viennent en même temps. Et vraiment, moi, Fauve, quand j'ai eu la chance de pouvoir être là pour la première à Nemo pendant une semaine, et puis ensuite au festival New Images du Forum des Images l'année dernière, dans la foulée, il y avait aussi un festival d'éducation à l'image, Les Révélations au Havre. En fait, c'est à ce moment-là seulement que je me suis dit, le prochain, il est aussi collectif, envers et contre tout, alors que c'est très compliqué. Il n'y a pas l'argent suffisant. Ensuite, il y a les problèmes de diffusion. Donc, je veux dire, faut avoir la foi, que ce soit le studio, la production, les auteurs, les réalisateurs, et en même temps, la rencontre avec les spectateurs et la façon dont, voilà, c'est l'expérience en fait qu'ils ont vécu. Je me suis dit waouh, je souhaite très fort que la prochaine soit à nouveau collective, malgré ce que je viens de vous dire. Parce que voilà, et du coup, sur des choses que j'avais pas forcément testées ou imaginées, pour répondre à ta question, c'est que c'est plus en imaginant un autre projet que je me dis, et typiquement, moi, Fauve, il y a des choses vraiment très fortes avec le son et la musique. Mais c'est vrai que le travail de Pinuzio Sciolla, je me suis dit, ok, là, je veux aller encore plus loin dans voilà, de la sensation de la découverte du partage qui va être à moitié entre de la musique et de l'architecture. Voilà. Vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Vous parliez de la dimension universelle de ces projets, le fait d'être en résidence, de pouvoir avoir les réactions de participantes et participants avec des cultures et des vécus différents. Par rapport justement à ces expériences immersives, c'est quoi la photo globale, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus développé? Est-ce qu'il y a des pays qui accompagnent davantage que la France? Comment est-ce que ça se développe d'un point de vue international? Alors, quand même, en France, on est un pays où on est très, très soutenu par notamment le CNC. C'est-à-dire que c'est souvent des mots, parce que moi, j'appartiens pas... Enfin, j'en fais partie, mais je ne suis pas à côté industrie. Mais c'est vrai que notre écosystème d'abord évolue très vite. En même temps, il n'est pas encore mûr, dans le sens où le cinéma, il y a des rentrées d'argent par les billets. Une partie de l'argent repasse par le CNC et du coup est là pour aider d'autres projets, documentaires, animation, cinéma, mais aussi des œuvres dites différentes ou des nouveaux formats, des nouvelles écritures. Et tous nos projets, sincèrement, peuvent... ça n'empêche pas que c'est pas forcément simple parfois et tout, mais c'est quand même... c'est notre soutien premier. Après, il y a des festivals comme New Images, comme Venise aussi, qui sont des festivals très importants parce qu'ils y croient depuis le départ, ils montrent des choses de qualité qui viennent aussi du monde entier, et pour prouver que ça a une valeur créative, littéraire, enfin une valeur créative au même titre que d'autres arts. C'est pas juste faire joujou sous un casque ou avec de la multiprojection et quelqu'un qui danse. Il y a un vrai propos, il peut y avoir... ça peut mélanger des formes, mais je veux dire, c'est des propositions artistiques
Et total, parce qu'il y a quelque chose qui engage le corps, qui engage tous les sens. Donc il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant et d'assez génial dans tout ça. Par rapport, je parlais de l'état de la production dans le monde. Vous parliez tout à l'heure de la diffusion. Comment est-ce que vous voyez l'évolution justement de cette diffusion, parce qu'on aurait envie, moi tout à l'heure quand je vous regardais avec le casque en train de participer à Moi Fauve, j'aurais eu envie qu'on puisse dans beaucoup plus de lieux le faire et dans beaucoup plus de territoires. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers ça, qu'on va vers une plus grande accessibilité d'un plus grand nombre de personnes? Y a... Je le souhaite, oui, fondamentalement. Et je pense qu'en plus, après, il y a aussi des problématiques de matériel, d'espace, de médiation. Et ça, c'est quand même un problème. Mais c'est vrai que ce type de proposition, comme Moi Fauve ou là, Pietra, c'est donc des expériences à vivre avec un matériel qui peut être transporté dans deux petites valises. Hein. C'est ce qu'a fait Léo là pour arriver. Donc le matériel s'est allégé déjà là depuis quelques années. C'est possible. Alors évidemment, j'espère que le matériel va continuer aussi à s'optimiser. Et surtout, ce type de formule-là peut permettre aussi à des espaces d'exposition, des galeries, des lieux d'art, parfois aussi juste des lieux de culture, de pouvoir voyager dans les régions, dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés pour pouvoir justement être plus accessibles. Je pense qu'on est beaucoup à le souhaiter. Il y a des prémices, ça avance. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a encore du travail de ce côté-là. Il y a certaines productions qui se sont spécialisées sur vraiment embarquer les gens à grande échelle. Donc là, on est vraiment sur des groupes beaucoup plus grands. Donc c'est pas le même type d'interaction ensemble. Et ça marche. Et ça marche en France et ils le font voyager à l'étranger. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait le temps nécessaire pour que ça puisse se déployer. C'est vrai que on a, en tout cas, en tant que participants, je pense toutes et tous envie de pouvoir davantage participer à ce type d'expérience. Et je ne vous ai pas oublié, je vous donnerai la parole dans quelques minutes pour que vous nous parliez justement de la façon dont vous avez ressenti cette expérience qu'est Moi Fauve. Mais j'aimerais qu'on prenne quand même le temps de parler de Meet Mortaza. Alors là, on change de forme et vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est selon chaque projet, chaque envie, de se dire c'est quoi la forme idéale. Alors là, on remonte dans le temps par rapport à vos créations. Vous nous en avez parlé très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, de comment est-ce que vous l'avez pensé, et là encore une fois de ce que ça impliquait en termes d'écriture, en termes de défis techniques s'il y en a eu, et voilà. Non, mais après là, je pense qu'on peut couper. Enfin, ça peut rentrer ensuite dans les réponses d'une des questions, mais c'est à chaque fois des défis techniques. Hein. Je pense que du coup, voilà. Là, en l'occurrence, parler de l'exil et de l'asile, en l'occurrence, là, c'est l'itinéraire d'un réfugié afghan en France. Il s'avère que sa trajectoire est une trajectoire heureuse. Il a maintenant la nationalité française, il est marié, il a une petite fille, il parle extrêmement bien le français, il a écrit un livre, c'est comme ça que j'ai découvert Mortaza. Et il était très partant pour que justement son histoire, une parmi des centaines et des milliers, puisse être... moi, c'est vrai que je lui ai proposé de parler de son histoire parce que j'avais envie d'impliquer les gens autrement, et notamment du coup par le corps. Et avec la réalité virtuelle, donc c'est de l'image réelle, je repars sur les traces de son exil. Ça faisait déjà 10 ans qu'il était en France, entre Kaboul et Paris. Et je souhaitais emmener les gens dans une intimité avec lui, qui n'était pas forcément de le voir tout de suite physiquement, mais une intimité sonore, sa voix, dans des lieux par lesquels il était passé. Alors parfois il y a de l'animation, comme à Kaboul, sur la mer entre la Turquie et la Grèce, et aussi à la fin.
qu'on puisse se sentir proche de lui, de son histoire, qu'on soit dans des lieux. On est très loin du coup d'un reportage, hein, dans le sens où on n'est pas au milieu de malheureusement des drames ou de l'horreur. On repart sur ces traces, donc il y a une certaine forme de distance. Et en même temps, je pense que ça, moi en tout cas, ça me permettait de transporter fondamentalement les gens dans des ailleurs auxquels a priori ils n'auront pas accès, et de pouvoir rentrer dans l'intimité de Mortaza pour pouvoir se sentir proche de lui à la fin de cette expérience. Malheureusement, le Covid a fait que... ah non, je ne l'ai pas. Le Covid a fait que on n'a pas pu faire la suite. Donc ça, c'est un documentaire d'une quinzaine de minutes dans un casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas d'interaction. Vous êtes sur une chaise tournante. Ça vous embarque dans une forme d'image documentaire qui est poétique, parce qu'il y a un peu d'animation aussi sur des paysages interdits, comme l'Afghanistan auquel il ne pourra jamais retourner, ou les personnes disparues en mer entre l'Orient et l'Occident. Mais ça reste quelque part une forme linéaire, c'est-à-dire un film qui a un début, qui a une fin. Et ça parle de son voyage physique, qui est extrêmement dangereux, mais qui était compressé dans le temps, parce que c'était 3 mois et demi pour partir de Kaboul, fuir Kaboul, puisqu'il était menacé de mort dans son pays, et d'arriver en France. La deuxième partie de l'expérience, mais ça aussi, ça fait partie des projets, quels qu'ils soient, c'était engager les gens à la suite. Ils enlevaient les casques de réalité virtuelle, et ils avaient des tablettes avec de la réalité augmentée sur des objets propre à Mortaza, et qui venait parler du voyage administratif, chose que nous connaissons extrêmement peu, nous Européens. C'est quand même des moments, et là, en tout cas pour Mortaza, alors même que c'était entre guillemets un candidat parfait, il a tout de suite appris le français, il cumulait les petits jobs, enfin voilà, il voulait être là et vivre là. Et ça a duré 3 ans, et c'est autant de temps où une personne n'a pas d'identité, n'a pas de passeport, a du coup énormément de difficultés à tout simplement, je vais même pas dire se reconstruire, mais se construire. Et pour moi, c'était extrêmement important, cette partie-là. Et du coup, il y avait un changement de statut aussi pour le On revient à la question spectateur. de la présence. Bah oui, il passait d'un monde, d'une bulle où je l'immergeais complètement pour parler du voyage. Et on a déjà tous quand même malheureusement un aperçu, un imaginaire de ce que peut être un voyage clandestin. En revanche, c'est vrai que je souhaitais les rendre actifs ensuite en se levant, en ayant des tablettes sur quelques objets, avec la voix off de Mortaza, pour parler un peu mieux de ce qu'est le voyage administratif. Voilà. Cette partie-là devait être... après, ça c'est comme toutes les histoires, cette partie-là devait être faite avec une coproduction belge. Et puis c'était pendant le confinement, donc on n'a jamais pu montrer la deuxième partie en même temps que le documentaire VR. Voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fait d'avoir la forme idéale par rapport à ce qu'on veut raconter, mais de se dire qu'au sein d'une même histoire, on peut avoir des formes différentes, et de comment est-ce qu'il y a justement des œuvres qui sont multiples. Ça, c'est absolument fascinant de se dire on n'est pas obligé de raconter toute une histoire de manière linéaire. En fait, on peut passer d'un mode à un autre. Oui, absolument. Et c'est vrai que là, pour Mortaza, ce qu'il a vécu, ce qui, je pense, je ne parle pas au nom de tout le monde, je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont très au fait de ça, mais malgré tout, je pense que dans tout ce qu'on reçoit comme information, radio, télé, images, on nous montre souvent le drame en mer, où les personnes arrivaient sur nos côtes, et puis après... ou éventuellement sous un pont, ça pose problème à Paris, mais on a très très peu de connaissances de ça, et puis on a aussi tendance toujours à montrer des dizaines ou des centaines de personnes ensemble, donc c'est très très compliqué de s'identifier à une masse, alors qu'un itinéraire, oui. Et la proposition, c'est vrai que je souhaitais qu'elle soit avec une double forme, et où le spectateur allait du coup changer aussi son propre statut pour avoir envie de découvrir des choses qui par ailleurs sont quand même informatives, un peu techniques. Et dans les deux formes, il y a de la poésie.
c'est pas du tout de la pédagogie basique, j'ai envie de dire. Voilà. De la poésie aussi dans Portrait émouvant, peut-être rapidement, parce que j'aimerais aussi que vous me parliez du long métrage sur lequel vous travaillez et surtout vous donner la parole. Ouais, je pense qu'on... très très vite, c'est la première installation que j'ai faite. Il n'y a pas de caisse de réalité virtuelle. Je venais du cinéma. J'avais déjà fait mes 2 courts-métrages cinéma. J'avais très très envie justement de ce médium, cette image relief ou même ce son spatial, des choses avec lesquelles je travaillais depuis plusieurs années, autant sur les films des autres que sur mes propres projets. J'avais très envie de le déplacer dans un espace physique, donc une installation in situ. Et en l'occurrence, c'est un autoportrait filmé en relief. Et à l'intérieur, il y a un écran de 5 mètres au fond de la pièce. Avant ça, sur un tulle flottant, il y a la même image en plus petite. Et puis, il y a un système interactif qui va déclencher des sons en fonction de la position et de la proximité des gens. Ce que peu de personnes, mais ce qui n'est pas grave, connaissent par rapport au relief, c'est qu'on filme avec 2 caméras, on demande ensuite aux gens d'avoir des lunettes, ce qui, voilà, de temps en temps peut être un peu lourd, mais en fait, quand on est dans une salle de cinéma, on ne se déplace jamais. Donc ça, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ce portrait, il y a un seul moment, et c'est une forme très très lente, abstraite, qui se déforme, qui s'enchevêtre comme là sur l'affiche, jusqu'à un moment où le portrait vous regarde. Voilà, ça dure quelques secondes et c'est juste ça. Et quand les gens se déplacent, et ça c'est vrai, ils n'ont pas l'habitude, là c'est un espace, moi, qui m'intéressait, c'est que je me demandais si ma présence digitale pouvait avoir autant de présence que celle de maintenant avec vous, en reprenant mes codes aussi de la photographie, du cinéma, des choses, je voulais éprouver ça sous une autre forme. Mais les gens, si tout d'un coup ils s'approchent de ce visage qui vous regarde, si on s'approche, le visage va se rétracter. Si vous vous éloignez, il va se déployer. Si vous allez à gauche, il va à gauche. Si vous allez à droite, il va à droite. C'est l'illusion d'optique du relief, mais il vous suit partout. Ce qui fait que les gens, dans cet espace très sombre, avec cette espèce de double portrait qui se forme et se déforme en permanence, les gens étaient... je pouvais du coup les mettre dans un état de questionnement, moi, qui m'intéressait aussi énormément. Mais du coup, qu'est-ce effectivement... qui se passe quand on est déstabilisé aussi? Il y a quelque chose qui est hyper intéressant là-dedans. Qu'est-ce qui se passe quand on ne sait plus, en fait, et quand on est surpris? Oui, voilà. Donc, elle est importante pour moi parce que dans l'année suivante, je l'ai adaptée sur une version VR. Alors c'était vraiment les premiers casques et tout, donc c'est très succinct. Mais ça m'intéressait aussi de voir le rapport d'un spectateur qui du coup était moins dans un déplacement, parce que la vraie installation faisait, je crois, 70 mètres carrés, donc elle était quand même assez vaste. Et tout d'un coup, dans la variation 2, en réalité virtuelle, les gens bougeaient pas trop, mais alors pour le coup, je voulais voir ce que ça faisait de les englober directement dans un univers qui était, lui, très déstabilisant. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette installation-là, avec la recherche de la sensorialité de l'image relief et du son spatial, m'ont amené en fait à ensuite me poser des questions en me disant la forme en réalité virtuelle m'intéresse par ailleurs, sur le fait de pouvoir transporter, envelopper les gens dans un monde total. Voilà. Il nous reste quelques minutes à peine. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Joséphine, ou peut-être un partage d'expérience par rapport à justement l'expérience immersive que vous avez vécue, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'y participer juste avant? Moi, j'avais une question par rapport à l'expérience donc en Mythe Mortaza, c'est ça? Du coup, tu disais que la deuxième partie en réalité augmentée, vous n'avez pas pu la faire finalement, justement parce que c'était le Covid et tout ça, ou est-ce que vous l'avez quand même terminé, mais finalement vous l'avez jamais pu montrer ensemble? Non, malheureusement, après, je pense qu'il manquerait pas beaucoup. Hein. Moi, ce qui est sûr, c'est que je pense, et je le dis vraiment sans aucune aigreur, hein, c'est que l'auteur, artiste,
a en tête et la façon dont il veut le communiquer aux spectateurs, et une production, le producteur ou la productrice, une fois que le projet est fini, il est fini. Voilà, il y a forcément une différence, et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet assez universel. Ce sont c'est des questions qui reviennent en permanence. J'espère qu'on connaîtra, nous, jamais ça, mais bon, c'est aussi à la portée malheureusement de tous. En fait, on a des éléments. On avait un dessinateur en Belgique qui avait fait justement les dessins qui m'intéressaient, qui pouvaient prendre vie en réalité augmentée. On a les enregistrements des voix de Mortaza, donc déjà tout ce travail-là est fait, mais on n'a pas la totalité des animations de la réalité augmentée. Le choix des objets aussi. Voilà, donc c'est pas tout à fait prêt à, mais oui, il manquerait pas grand-chose. Bonjour. Comment vous viviez ce souci de, j'appelle ça un souci, mais on va dire difficulté de diffusion, quand on passe 3 ans, 2 ans, enfin très longtemps, et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, à faire une œuvre et qu'elle soit au final partagée par peu, même de manière très forte. Est-ce que le peu très fort, quelque part, vous satisfait assez, ou est-ce que vous ressentez quand même une potentielle frustration de tout ce potentiel qui, quelque part, n'est pas vu? C'est une super question, hein. Par exemple, pour Meet Mortaza, il est vraiment... Alors bon, c'est une chance, hein. Il a pu aussi être montré à Venise, mais c'était le Covid, donc même nous, on a été invités à se connecter en ligne dans un monde virtuel. C'est un peu spécial. Et surtout parce que c'est donc sorti 2020, il a beaucoup circulé dans les festivals malgré tout, entre 2020 et 2021. Alors très souvent même sans moi, mais même sans la productrice. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'idée, c'était évidemment de le partager avec le public. Et je pense que ce type de projet peut toujours être partagé avec le public, au musée d'immigration, alors, il tourne. C'est là aussi où parfois il faut peut-être être patient, pas baisser les bras. Il tourne dans les bus itinérants. Il a, dans sa vie ensuite de distribution avec Astrea, il a pas mal tourné. J'ai su aussi qu'en Europe, il est montré. Finalement, il suffit ce type de proposition-là, il faut un casque audio, un casque VR, mais il peut être montré très facilement. C'est quelque part ni plus ni moins un fichier qu'on met dans un casque. Et finalement, il a une vie. Et en fait, bon, alors évidemment, c'est pas toute mon énergie et mon obsession de maintenant, mais je me dis, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir le montrer tel que je le souhaite dans un espace, et surtout quelque chose qui est vraiment fait. Moi, je pensais énormément aux scolaires, aux adolescents et au public en règle générale vraiment européen. Non pas que ça n'intéresse pas les autres pays, il a quand même été ailleurs, hein, mais c'est juste que je me dis, il est absolument pas moralisateur, je suis pas là pour juger les gens et tout, mais je me suis dit, c'est une proposition qui peut nous sensibiliser autrement. Voilà, je pense que c'est pas... Sur le coup, j'étais évidemment du coup bien peinée, hein, on s'en doute. Mais depuis, parce que 2020, là, même l'année dernière, je sais qu'il tourne encore, qu'il est encore montré. Il est montré aussi, le bus itinérant, c'est justement des villes, des lieux, des banlieues qui n'ont pas forcément accès facilement à de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est aussi joyeux. Moi, Fauve, là, j'ai eu pas mal de chance l'année dernière. Il a voyagé beaucoup, pas qu'avec moi, avec l'équipe de la production, Small Creative. J'espère qu'il, là, dans sa seconde vie, va pouvoir être montré dans des lieux dédiés, où les lieux s'y retrouvent et la production aussi, parce qu'il y a un système de billetterie, mais où, du coup, il peut être accessible longtemps aux gens. Parce que je veux dire, les festivals, c'est merveilleux, ça amène des gens, des professionnels et du public. Quand c'est des festivals aussi ouverts au public, et New Images l'année dernière, à partir de 17h et les week-ends, c'était ouvert au public.
Je veux dire, non, mais et là on voit en fait le potentiel du projet dans le sens vraiment là pour le coup, moi c'est pas un retour financier, c'est le potentiel de se dire en fait je sais pourquoi j'ai travaillé 3 ans dessus. Parce que là, je vois de la joie, de l'engouement, des gens qui sont enchantés, des gens qui n'avaient jamais fait ça, qui disent merci, ou qui repartent, qui se disent tiens, mais je ne pensais pas que c'était ça, la réalité virtuelle, mais je vais en faire, ou l'animisme. Et là, pour le coup, je sais pourquoi j'ai travaillé 3 ans. Et voilà, et ça, je pense que j'espère et je croise les doigts sur le fait qu'il y ait des lieux de diffusion. C'est très important. Je paye bien sûr que. Alors, déjà, on peut travailler des années sur un film. Là, je suis sur un scénario de long métrage cinéma classique. Ça peut prendre des années. Il peut aussi ne pas sortir ou sortir en salle de jour et ne pas être vu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une prise de risque. Hein. Et là, on est dans des territoires d'exploration. Donc, parfois, on le paye cher, mais même sur le matériel, le process, les limites techniques, mais en même temps, j'en parlais un peu à Sonia, je pense aussi qu'il y a à l'intérieur de tout ça le fait, un petit côté exploratoire, le fait d'aller aussi dans des territoires où on a aussi pas mal de liberté, de pouvoir expérimenter. Alors faut trouver aussi les personnes qui se joignent au projet ou qui portent aussi le projet avec nous, mais je veux dire, c'est aussi un moment où tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et en narration, et en musique audio, et en proposition. Et donc, la plupart du temps, j'assume assez bien qu'il y a un prix à payer, forcément. Et du coup, c'est pas toujours facile. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des préoccupations, quoi. Alors, on a encore 2 dernières petites questions, et ce seront les dernières. Donc... Bonsoir, merci. Dans la bande démo de vos travaux, j'ai vu qu'il y avait des films 3D comme ceux de Wim Wenders, Everything Will Be Fine et Pina. Et je me demandais quelles étaient vos discussions avec Wim Wenders sur l'apport de la 3D pour ces films. Et comme les films sortent aussi en 2D, est-ce que ça limite forcément d'avoir de la 3D dans un film 3D comme ça, où il y a les 2 versions 2D et 3D? Alors, j'ai travaillé 12 ans avec Wim Wenders. Le tout premier projet, c'est Pina. Où mon père travaillait aussi dessus, donc ça a été une très très belle rencontre. Mon père était directeur de la stéréoscopie à ce moment-là, et puis j'étais son second couteau, j'étais la stéréographe principale. Il est décédé après qu'on ait tourné Astérix, et moi j'ai continué à collaborer avec Wim Wenders pendant 12 ans, donc des projets divers et variés. Il y a Pina, il y a Cathedral of Culture, les cathédrales de la culture, où c'est 6 réalisateurs qui font 6 documentaires sur l'âme des bâtiments. Everything Will Be Fine, Les Beaux Jours d'Arennes-Ouest. Là, le dernier en date, c'est Présence, qui est sur l'artiste Claudine Drey. Et c'est vrai que, voilà. Et c'est une collaboration formidable. Et j'ai envie de dire que là, je pense que j'ai eu aussi... d'abord, j'ai appris beaucoup et j'ai eu énormément de chance, dans le sens où, en fait, Wim Wenders faisait ses projets parce qu'il voulait utiliser le relief comme médium principal. Donc la version 2D devenait annexe. Donc qu'après, pour des questions de distribution et de diffusion, il fallait en même temps montrer dans les salles la possibilité 3D, la possibilité 2D, oui, mais tout le process artistique de tournage, technique, les prises de décision, de montage et tout ça, c'était pour le montrer dans sa forme initiale de relief. Et puis, il y avait malgré tout une version 2D, voilà. Et ça change tout. Parce que j'ai donc été stéréographe et à la direction stéréoscopique. Direction stéréoscopique, c'est ni plus ni moins, du coup, être chef de poste, un peu comme un chef opérateur. C'est-à-dire, on est là en pré-prod, on fait tout le tournage, et on est là à différentes étapes de la post-production, jusqu'à l'étalonnage, et jusqu'au au DCP, le fait de pouvoir montrer le projet. Donc, c'est des projets que j'ai suivis du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est un rapport aussi avec mes reportages du début. C'est du travail au long cours, ça c'est sûr, ça fait partie de ce qui m'anime. J'aime pas
être juste là. Enfin, je peux faire du consulting et je le fais avec grand plaisir, mais si je m'embarque dans un projet, c'est pour l'accompagner du début jusqu'à la fin. Et il y a évidemment beaucoup d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé où le relief était à ce moment-là peut-être plus une opportunité commerciale, parce qu'il y a eu quand même quelques années où ça a été un gros boom, plus qu'une envie artistique, et auquel cas là, du coup, le suivi à chaque étape du film était plutôt l'inverse. Et ça, c'est nettement moins agréable. Parce que du coup, c'était faire rentrer un rond dans un carré. Et ce qui est un peu dommage, parce que pour moi, en dehors des projets avec Wim Wenders, oui, on peut parler d'un film vraiment de référence, Gravity d'Alfonso Cuarón. Je pense que là, tout d'un coup, on voit l'exemple parfait d'un réalisateur qui s'est emparé d'un médium, qui a vu comment on pouvait proposer une histoire de façon sensorielle différente, autant en son qu'en image. Le montage de son film, le rythme, la façon dont il le propose, les propositions sonores qu'il fait dans Gravity, ça reste un bon film en 2D, hein, mais quand on le voit en 3D, on est quand même scotché au fauteuil du début jusqu'à la fin. Voilà, je pense que des expériences comme ça, ou les expériences avec Wim Wenders, ça a été évidemment formidable, parce qu'il y avait, ou même Merce Cunningham, sur lequel j'ai travaillé, Dalla Kaufgan, qui est sur ce danseur américain. Et je pense que c'est un des rares projets où, engagé très très en amont avec la réalisatrice et le chef opérateur, on était déjà en train de se questionner sur la façon de faire le montage, de passer d'un plan de coupe à un autre, comment on pouvait garder le lien, comment ne pas le rompre, comment donner un sentiment d'être connecté au danseur, ou au contraire faire une rupture, couper, passer d'une pièce dansée à une autre. Et c'était passionnant. Parce que là aussi, je veux dire, le relief est une illusion d'optique, mais qui engage autrement les gens. Et c'est un autre voyage de l'œil. Donc forcément, si on le envisage comme ça veut dire qu'a priori, on ne va pas tout à fait tourner, monter audio et images de la même façon. Voilà. Oui, moi c'est plus une question à peu près sur le processus. Justement pour ces expériences telles qu'un peu Moi Fauve, VR ou le projet de La Villa Formaise, comment justement vous donnez vie à ces projets, dans le sens où vous imaginez l'expérience et après vous allez voir un studio de production, c'est ça, et comment vous trouvez les fonds, les choses comme ça pour donner vie à ce projet justement. Ouais, les deux, ça s'est passé comme ça. C'était au départ, et ça, je pense que c'est pour nous toutes et nous tous. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors c'est soit parce que là, en l'occurrence, c'est vrai que Pinuzio Sciola, en fait, je l'ai découvert par Com, qui est mon co-auteur pour Pietra, et qui fait déjà le son de Mortaza. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, de Moi Fauve. Et on cherchait des sons très très particuliers, du vivant, de la nature. Moi, j'ai trouvé un groupe de musique qui joue des instruments et des voix sous l'eau, qui est dans le Nord, en Norvège. Et lui, il trouve Pinuzio Sciola. Et finalement, on ne l'utilise pas du tout dans Moi Fauve, et ça fait son chemin. Et il y a aussi un auteur que j'aime énormément en Italie, qui est Italo Calvino, et notamment un livre qui s'appelle Les Villes Invisibles. Et tout d'un coup, en réécoutant, en approfondissant après Moi Fauve, Pinuzio Sciola, j'ai évidemment du coup découvert beaucoup plus son univers, son parcours, l'art pour tous, la philosophie qui est derrière, et qui a une vraie philosophie qui est liée à l'architecture. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc quelqu'un vraiment de passionnant, et j'ai lié tout d'un coup ça avec Les Villes Invisibles de Pinuzio Sciola, et c'est devenu, en quelques jours, quelques semaines, c'est devenu une nécessité totale d'imaginer un projet. Et du coup, j'ai écrit d'abord le projet, j'ai demandé à Com de participer, et je l'ai aussi proposé à une production. Moi, seule, je ne peux pas faire un projet comme ça. Surtout qui implique du coup, pour l'instant, quand même des grosses lourdeurs techniques. Voilà. En revanche, l'aide en écriture, si tu es artiste, ça c'est vraiment pour les auteurs.
au stade de l'écriture, donc il faut quand même faire un dossier avec des intentions et tout ça, mais c'est vraiment pour les auteurs. Et ça permet du coup d'avoir un peu de sous, de pouvoir inviter, moi en l'occurrence ça m'a permis d'aller en Sardaigne avec Co, mais d'inviter aussi une game designeuse donc dont c'est le métier aussi de se questionner sur le scénario interactif à venir, de pouvoir aussi échanger bien en amont comme ça. Et moi, Fauve, vraiment, c'est venu du texte de Nastasia Martin d'un côté pour la pièce de théâtre et d'imaginer cette œuvre en verre. Et là, pour le coup, c'est Small, créatif, qui était vraiment intéressé et qui sont venus me dire ce serait bien de faire une petite expérience immersive, dis donc, autour de ça. Voilà. Donc oui, après, je pense que ça dépend. Moi, je sais que la première phase d'écriture... Après, non, c'est pas vrai. Il peut y avoir des travaux de commande aussi qui peuvent être passionnantes par ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que j'essaye... j'ai besoin de compiler énormément d'informations visuels, sonores, souvent des documents de recherche qui sont en open source pour être sûr du sujet que je vais aborder et aussi de me laisser du temps à déjà imaginer les premières images. Donc ça va être des mood boards et puis là j'ai commencé tout juste avec Midjourney, donc j'associe des images où je l'ai pas intégré encore totalement dans mon processus créatif, mais à l'étape de l'écriture ça m'aide aussi parce que je viens de l'image et en fait j'ai besoin des images aussi pour faire un ping-pong créatif avec moi-même. Voilà. Après, évidemment, il y a des étapes d'écriture de scénario, de ping-pong plus littéraire. Mais ça, je pense qu'on a tous des modes différents de création. On aurait eu besoin de 2 heures en plus pour continuer d'explorer tout ça. Merci infiniment, Joséphine. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ce long métrage que j'ai teasé depuis le début, mais dont on n'a pas le temps de parler, eh ben on en parlera hors micro. Merci à toutes et tous. Très bonne soirée. Oui. Merci beaucoup.